Your recent indifference to cosmical ideas is actually puzzling to me. Of course, we know that there is no life after death, for life and thought are peculiar to complex material organisms. But about us stretches an illimitable expanse of space filled with other worlds, an expanse wherein we are as nothing. And the titanic questions it suggests fairly beat upon the human mind in a desperate tattoo. Je suis fort troublé par l'indifférence que vous avez démontrée ces derniers temps pour les idées cosmiques. Nous savons bien sûr qu'il n'y a pas de vie après la mort. La vie et la pensée sont spécifiques à des organismes matériels complexes. Mais autour de nous s'étend un espace illimité rempli d'autres mondes, un espace où notre existence devient infime. Et les questions titanesques que cela nous inspire jouent sur le tambour de l'esprit humain un air des plus désespérés. What I cannot comprehend is how your imagination can fail to react to these mysterious abysses. How you can escape the burning curiosity of a child at a nearly closed door, through whose crevice come sounds of strange and unearthly wonder, and fragments of sights that suggest unthinkable things. Ce que je ne peux comprendre, c'est la raison pour laquelle votre imagination semble insensible à ces gouffres mystérieux. Comment pouvez-vous ne pas éprouver la brûlante curiosité de l'enfant pour une porte presque fermée, par laquelle filtrent cependant les bruits d'une étrange merveille qui n'est pas de ce monde et les fragments de vision qui suggèrent l'impensable? How, after these terrible glimpses, you can still remain indifferent to ultra-mundane hints, can still take tiny mankind and his affairs and desires seriously, I find actual difficulty in understanding. My only solution is that in you emotion replaces imagination, that the keenly sensitive development, which in the philosopher affects those simple nervous ganglial centers which give rise to the emotions of human relationship. Comment pouvez-vous, après ces aperçus effroyables, rester insensible aux évocations de ce qui est au-delà du monde et continuer à prendre au sérieux la minuscule humanité, ses affaires et ses désirs? La seule réponse qui me vient à l'esprit est qu'en vous l'émotion remplace l'imagination, que le développement excessivement délicat qui chez le philosophe affecte ses simples centres nerveux et gangliaux, lesquels donnent naissance aux émotions relatives aux relations humaines. You and I undoubtedly represent cases of unusually localized and precisely opposite nervous development. I am objective enough to realize that my lack of interest in purely human matters is in its way as inexplicable to the humanocentrist as his lack of interest in cosmic problems is to me. Vous et moi représentons indubitablement deux cas parfaitement opposés et singulièrement localisés du développement nerveux. Je suis assez impartial pour comprendre que mon absence d'intérêt pour les sujets purement humains est à sa façon aussi incompréhensible pour l'esprit humanocentré que l'est pour moi l'indifférence de ce dernier aux questions cosmiques. We both see the same things, but because of our dissimilar receptive or interpretive organizations, these things assume with us a totally different order in our active consciousness. You are looking through a microscope, I through a telescope. You tend toward subjectivity, I toward objectivity. Nous voyons les mêmes choses, mais parce que nos organisations réceptives et interprétatives sont dissemblables, ces objets se présentent en notre conscience active dans un ordre entièrement différent. Your value-centric standard is man, mine infinity and eternity. Vous les regardez au microscope et moi au télescope. Vous inclinez à la subjectivité et moi à l'objectivité. Votre étalon de valeur est l'homme. Le mien se trouve du côté de l'infini et de l'éternité. Perhaps a good illustration of our differences, or of my difference from the average person in this especial manner, would be the matter of receiving that gradual unfolding of reality from ideality, which comes with years, and which is sometimes called disillusionment.
Pour bien illustrer peut-être cette différence, ou en l'occurrence de ma différence d'avec la moyenne des individus, je prendrai à témoin la façon dont nous acceptons ce détachement progressif entre réalité et idéal qui vient avec l'âge et qu'on appelle parfois des illusions. When young, we believe in the existence of many virtues which our older eyes perceive to be unreal. That is, as we grow older, we perceive more and more keenly that the motives for human acts are exclusively selfish, that the average person is governed by no moral law save appearances and self-interest. Jeunes, nous croyons en de nombreuses vertus que notre œil plus âgé perçoit comme irréelles. C'est-à-dire que lorsque nous vieillissons, nous comprenons de manière de plus en plus précise que ce qui motive les actions d'un individu est l'égoïsme, purement et simplement, et que l'individu moyen n'est gouverné par aucune loi morale, hormis le souci des apparences et l'intérêt personnel. To most, and probably to you, this disillusionment was markedly painful. The discovery of the unreality of Sunday school motives gives to the average person something of an unwelcome shock. But to me, this process had merely a scientific interest. Pour bien des gens, et pour vous sans doute, cette désillusion fut particulièrement douloureuse. La découverte du fait que les motivations enseignées au catéchisme sont irréelles donne à l'individu lambda un choc malvenu. Pour moi, je n'ai éprouvé devant cette évolution qu'un intérêt scientifique. All motives being simply material phenomena, I was not at all crushed at finding that the idealistic system is false. If I was annoyed, it was only in the way that a scientist is annoyed when an old theory breaks down and he is forced to assimilate the details of a new theory. For human ideals never had any personal interest or application to me. I was ever an intellectual outsider, a spectator and not a participant. Les motivations n'étant à mes yeux que des simples phénomènes matériels, je n'ai pas été horrifié de découvrir que des systèmes idéalistes étaient erronés. La contrariété que je ressentais n'était autre que celle du scientifique qui constate que ces hypothèses passées ne tiennent pas et qu'il va falloir en assimiler de nouvelles. Car les idéaux humains n'ont jamais eu pour moi d'intérêt et je n'ai jamais souhaité les mettre en application. J'ai toujours été un étranger, intellectuellement parlant, un spectateur et non pas un participant. Tibaldus was a cosmic observer, and so years have not changed me very much. An outlook like mine never has many disturbances. Théobaldus est un observateur de la chose cosmique. Les années donc ne m'ont pas beaucoup transformé. Des conceptions telles que les miennes sont peu susceptibles de varier. For no matter what I may observe in man, it neither surprises nor impresses me. Of course, I have personal preferences and disgusts, but to me, all personal things are philosophically trivial. My human reactions remain as in childhood because I deem them superficial. I have the same repulsions and respects, and disillusionment does not mature or broaden them, because they were always based on pure taste, never faith. Les années donc ne m'ont pas beaucoup transformé. Des conceptions telles que les miennes sont peu susceptibles de varier. Car quelles que soient mes observations de l'humain, elles ne me surprennent ni ne m'impressionnent. J'ai bien sûr des préférences et des dégoûts, mais les questions personnelles sont à mes yeux quelconques, philosophiquement parlant. Je n'ai pas évolué depuis l'enfance quant à mes réactions devant l'humain, parce qu'elles sont pour moi superficielles. Je respecte et j'abhorre les mêmes choses, et la désillusion ne fait ni mûrir ni grandir ces attitudes, car elles ont toujours été enracinées chez moi dans le goût et non dans la foi. As to dreams, the only trouble with fictionalizing them is plot invention. In spite of all the value of imagery, the real joie of a story is the plot. A connected, climactic unit which must move along with relentless coherence and suspense to a thrill of horror and surprise which shall impress the reader more than all the fine speech and scenery combined. Quant aux rêves, le seul souci qu'on peut rencontrer à les fictionnaliser se trouve dans l'invention de l'intrigue. En dépit de la grande valeur des images, la vraie vie et âme d'un récit, c'est l'intrigue. Une unité connectée et rythmée qui doit se propulser avec une cohérence et un suspense vers un frisson d'épouvante et de surprise qui impressionnera davantage le lecteur que tous les jolis décors, tout le beau langage déployé. The plot must be stronger than the atmosphere, else the story will denigrate into a mere fantasy. It is far easier to write prose poems than to create real stories, and I am determined to make my products stories in every sense of the word. In Randolph Carter, I did my best.
L'intrigue doit être plus puissante que l'atmosphère, faute de quoi la nouvelle sera ravalée au rang de simple fantaisie. Il est bien plus facile d'écrire des poèmes en prose que de créer de véritables narrations. Je suis bien décidé à faire de mes productions de véritables récits dans tous les sens du terme. J'ai fait de mon mieux avec Randolph Carter. Space, strange cities, weird landscapes, unknown monsters, hideous ceremonies, Oriental and Egyptian gorgeousness, and indefinable mysteries of life, death, and torment were daily, or rather nightly, commonplaces to me before I was 6 years old. L'espace, les villes étranges, les curieux paysages, les monstres inconnus, les cérémonies hideuses, les somptuosités de l'Orient et de l'Égypte, et des mystères indéfinis de la vie, de la mort et des tourments. Tout cela m'a accompagné jour après jour, ou plutôt nuit après nuit, dès avant mes 6 ans. Your most obedient humble servant, H.P. Lovecraft.